11 avril 2019, 9 h du matin, ambassade d'Équateur à Londres. Des policiers britanniques sont autorisés à pénétrer. Ils ont une mission, sortir Julian Assange du sol équatorien. Le fondateur de Wikileaks refuse que son asile diplomatique prenne fin. À 10h15, Julian Assange sort après 2487 jours à l'intérieur de l'ambassade. Julian Assange le sait, un nouveau chapitre de sa vie vient de s'ouvrir. Pour vous, ministre des Affaires étrangères équatorien, qui est Julian Assange? Pour moi et pour l'Équateur, M. Assange est un citoyen australien qui a demandé l'asile dans notre ambassade à Londres en 2012. Et son asile a duré presque 7 ans. En août 2010, Julian Assange était en Suède. Il a rencontré ces deux femmes à différentes occasions et finalement, elles l'ont accusé de viol et d'agression sexuelle. Free Julian Assange! Free Julian Assange! C'était une célébrité, l'un des hommes les plus médiatiques au monde, le plus aimé, mais aussi le plus détesté. Tout dépend de quel côté de la justice tu te places. Je crains que ses admirateurs à travers le monde se trompent à son sujet. C'est avant tout un ennemi des États-Unis, quelqu'un qui a réussi à divulguer des dizaines de milliers de documents qui ont mis en danger notre sécurité nationale. Il a même failli faire échouer la capture d'Oussama Ben Laden à cause de ses publications. Un de mes successeurs à la CIA a défini Assange et Wikileaks comme un service de renseignement non étatique et hostile. C'est une assez bonne définition. Certains pensent que c'est un espion russe, qu'il travaille pour les Russes. Ici en Russie, certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes le voient comme un espion américain. Moi, je crois que c'est un journaliste et un hacker. Pour moi, Assange, c'est le service de renseignement des citoyens. Je crois que Wikileaks et Julian Assange ont réellement créé un précédent historique. Et même si Julian Assange passe le reste de sa vie en prison, il a déjà marqué l'histoire. « 11 avril 2016, 3 ans jour pour jour avant son arrestation, 2 fonctionnaires équatoriens prennent nos passeports, nos téléphones portables, fouillent nos sacs. Pour avoir le droit d'interviewer le pape de Wikileaks, il nous a fallu plusieurs mois pour convaincre sa garde rapprochée. Première question, comment allez-vous? People ask this question, but about the same as any other day. Am I angry about the situation? Of course. Do you have to pay a price for things you believe in? Of course. Aimez-le, détestez-le, mais avant, pensez à un monde sans ce geek australien et son organisation Wikileaks. Pas de Guantanamo Files qui prouve la mécanique tortionnaire des États-Unis. Pas de collateral murder, des civils et des journalistes irakiens descendus comme dans un jeu vidéo. Pas de war logs, des milliers de rapports militaires sur la guerre en Irak et en Afghanistan. Exactions, tortures, enlèvements, disparitions. Pas de câble pour dévoiler 50 ans de relations diplomatiques entre les États-Unis et le monde. Pas de révélations sur Bachar el-Assad et son régime corrompu.
Pas d'exfiltration d'Edward Snowden, lanceur d'alerte, ancien employé de la NSA, qui a révélé la surveillance globale des États-Unis. Un monde sans Assange et Wikileaks, serait-ce le retour d'un monde où certains secrets restent entre espions? When we revealed that the past 3 presidencies had been deeply penetrated by the United States and that those presidents personally spied on, what should have been the correct response of the DGSE and other French intelligence services? It should have been to come immediately to us and say, do you have more? How we failed in our job to protect the president from US spying. That didn't happen. So why didn't that happen? Well, I don't believe the French intelligence services are idiots. They knew that's the first thing to do. But the concern about possibly offending the Americans, that concern was so much higher that they preferred to be a victim than to understand what was going on. Comment le président français François Hollande a-t-il réagi à cette intrusion américaine dans ses conversations téléphoniques? Gaspard Ganzer est alors son homme de communication. Quand on apprend que donc il y a eu plusieurs personnalités gouvernementales, diplomates qui ont été écoutées, évidemment, c'est assez dérangeant comme situation. Non pas qu'on découvre qu'il y a de l'espionnage. La France ne découvre pas qu'on peut s'espionner entre alliés, puisque je pense qu'elle-même doit le faire. Mais en fait, ce qui est désagréable, c'est que ce soit mis sur la place publique. Il fallait évidemment protester, puisqu'il y a une question de graduation. Écouter des conversations privées, ça, ce n'est pas acceptable. Et alors, comment on proteste? En fait, on prend la parole pour dire que c'est pas bien. C'est tout. Je crois que c'est tout ce qui a été fait, oui. Pourquoi vous n'avez pas, la France, François Hollande ou Laurent Fabius à l'époque, n'ont pas essayé de récupérer Assange, de lui donner le droit d'asile français? Est-ce que ça a été des discussions à l'Élysée? Je pense qu'il n'en a jamais été question. Un asile en France aurait eu de l'allure. Mais on ne pouvait pas attendre de ce gouvernement-là d'avoir de l'allure. Eva Joly, ex-députée vert européenne, ancienne juge d'instruction, est une des signataires de la demande d'asile. Personne ne donne de l'asile politique à Julian Assange parce qu'il a affronté les grands méchants loups. Il faut bien comprendre aujourd'hui que l'œil des Américains, l'œil de la CIA, elle est partout. Août 2010, Stockholm en Suède. À la tribune, Assange répond au Pentagone. Les États-Unis viennent d'adresser à Wikileaks un message clair. One of those demands was that we destroy our archives of classified information relating to the Pentagon. And the third demand was that we stop dealing with US military whistleblowers. If we did not follow those demands, then we would be coerced. Assange, qui se rêve en soldat de la transparence, va devenir suspect d'agression sexuelle. Thomas Kvarnkulen est journaliste pour le quotidien Expressen. Il couvre l'affaire Julian Assange dès août 2010. Julian Assange était en Suède. Il a rencontré ces 2 femmes à différentes occasions et finalement, elles l'ont accusé de viol et d'agression sexuelle. Assange est l'affaire du préservatif. Pour 2 premiers procureurs, les faits ne justifient pas la qualification de viol, mais uniquement de sexe par surprise. La loi suédoise sur le viol, élément clé de l'affaire Assange. Le dossier a été classé d'abord et réouvert, ce qui laisse quand même déjà planer l'idée que peut-être c'est pas si simple que ça. Ce qui est sûr, que c'est pas un viol au sens français du terme. Pas un viol au sens de la loi française. Les 2 victimes reconnaissent des rapports sexuels consentis, mais accusent Julian Assange de ne pas s'être protégée alors qu'elle l'exigeait.
Elle porte plainte et se retrouve au cœur d'une affaire qui fait le tour de la planète. Une nouvelle ombre jetée sur l'enquête suédoise contre Julian Assange. L'Expressen a révélé que l'une des enquêtrices connaissait l'une des femmes qui a accusé Julian Assange. Avant que tout cela n'arrive, elles avaient échangé sur Facebook et elles étaient aussi impliquées dans le même parti politique. L'histoire est sortie après que Julian Assange et son équipe juridique aient critiqué le procureur et la police. Pour établir sa culpabilité ou non, il fallait évidemment finir l'enquête, l'interroger, entendre les témoins, produire les SMS échangés entre les victimes et lui et voir si ça tenait devant une juridiction. Et à ce moment-là, Julian Assange se tient complètement à leur disposition, mais il a des engagements, il signale qu'il a besoin de partir et il a le droit de partir, il part. Assange quitte la Suède direction Londres. Après 2 ans de bataille juridique, les magistrats anglais suivent les Suédois et signent un mandat d'arrêt contre lui. Assange redoute une extradition vers la Suède. Alors il se réfugie dans l'ambassade d'Équateur, qui lui accorde l'asile. Andy Müller est un hacker allemand, ami de Julian Assange. Un homme de l'ombre qui sort de sa réserve pour raconter ce Assange qui fuirait la justice suédoise. Au fil des ans, Julian a proposé plusieurs fois à la Suède de se rendre, par écrit, via ses avocats, pour répondre aux accusations d'agression sexuelle de ces 2 femmes lors d'une audience au tribunal, à condition que la Suède ne le livre pas aux États-Unis. Le gouvernement suédois n'était pas prêt à accepter cette condition. Et c'est la raison pour laquelle, pendant toutes ces années, il n'a jamais pu faire face à ces accusations. Ce qui n'était ni dans l'intérêt de ces femmes, ni dans celui de l'État suédois, ni dans son propre intérêt. Cette affaire aurait dû être résolue depuis longtemps. Mais ce n'est qu'un exemple qui montre que dans le cas de Julian Assange, les procédures judiciaires ne s'appliquent pas comme on pourrait s'y attendre. Le parquet suédois n'a vraiment pas utilisé les moyens que lui donne la coopération internationale pour venir l'interroger. Le 19 juin 2012, Julian Assange échappe à toutes les surveillances des services secrets anglais. Celui qui lui ouvre la porte de l'ambassade d'Équateur à Londres, c'est lui, Fidel Narváez, consul. Ces 7 années d'asile dans l'ambassade d'Équateur n'avaient rien à voir avec la Suède. L'Équateur a toujours dit, et depuis le premier jour, qu'il ne souhaitait pas interférer dans l'enquête suédoise. Julian Assange pouvait se rendre en Suède s'il avait la garantie de ne pas être extradé vers les États-Unis. Mais Wikileaks faisait l'objet d'une grande enquête aux États-Unis. Nous avons conclu qu'il y avait un vrai risque que sa vie, ses droits, sa liberté soient en danger. Non pas à cause de l'enquête suédoise, mais à cause de l'enquête américaine. Pendant des années, l'ambassade est devenue le lieu le plus surveillé au monde. Les conditions de vie dans cette ambassade étaient très dures. Les lieux sont petits, à peine 200 mètres carrés, entourés de bâtiments qui ne permettent pas l'entrée de la lumière. Si les gens croient que Julian Assange vivait confortablement, vivait avec des privilèges, ils se trompent. Ils se trompent. Ça a été pendant des années un environnement très hostile
J'ai pu l'observer parce que donc au début, quand j'y allais, le gardien m'offrait le café. Et vers la fin, c'était très agressif. C'était très difficile d'accéder à Julian. L'Équateur, qui protège Assange, change de gouvernement. Le 2 avril 2017, Lénine Moreno est élu à la tête du pays. À ce moment-là, il ne se doutait pas que les choses allaient aussi mal tourner avec l'Équateur. Le seul pays qui jusque-là le protégeait vraiment ne le protégeait plus. Il avait changé de camp pour le livrer à ceux qui le traquent. Pourquoi le nouveau gouvernement équatorien change de camp et livre Assange? Direction Quito, la capitale du pays. Ce jour-là, Lénine Moreno s'adresse à son peuple. Señor licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. Hoy, en el Día de la Patria, en la Casa de la Patria, afirmo que ese pasado no va más, no va más. Vamos a dar completamente la vuelta a la página. Por eso digo que vengo a hablar de futuro. Parler du futur et surtout pas du passé. Ni des INA Papers, une fuite de documents qui accuse Lénine Moreno et ses proches de corruption. Moreno lui accuse Wikileaks d'être à l'origine du scandale. Y a-t-il un lien entre ces révélations et l'arrestation d'Assange? Question au ministre de l'économie, Richard Martinez. Bonjour, nous sommes journalistes français. Nous venons de France pour le cas de Julian Assange. Monsieur, monsieur. Le cas Assange est entre les mains du ministre des Affaires étrangères, José Valencia. Il accepte, lui, de nous parler. Son asile dans l'ambassade a pris fin en raison de son comportement inadéquat, mais aussi pour d'autres raisons. Par exemple, il est intervenu dans les affaires internes d'autres pays, il a agressé physiquement un garde, il a installé des équipements non autorisés, il a essayé de bloquer le système de sécurité de l'ambassade, il nous a aussi accusés de l'avoir espionné. Cela revient à nous accuser d'avoir commis un délit. Le gouvernement équatorien n'a pas toléré cela, et à vrai dire, aucun pays ne l'aurait toléré. Une fois, un des gardes a pété un câble. C'était vraiment limite. J'y étais avec une journaliste du Spiegel et on était restés discuter après l'interview. Et Julian en est venu aux mains avec le garde. Parce que celui-ci avait refusé de planifier une autre visite pour le lendemain. Tout ça a été filmé. Il y avait évidemment des tensions, mais compte tenu des conditions, l'atmosphère était, la plupart du temps, relativement amicale. Mais ce sont des incidents isolés qui ne peuvent pas refléter le comportement de Julian. La consigne n'était plus qu'il se sente accueilli ou respecté. La consigne était de le harceler, de le provoquer, afin de créer des incidents et ainsi pouvoir justifier l'injustifiable. C'est-à-dire de mettre un terme à l'asile politique en se basant sur des incidents hypothétiques ayant eu lieu dans l'ambassade.
Il nous a menacé d'appuyer à tout moment sur des boutons s'il sentait une certaine pression, une certaine détermination de la part du gouvernement équatorien. Cela nous a beaucoup préoccupés et pour cette raison, nous n'avons voulu prendre aucun risque. Nous avons donc demandé à la police diplomatique anglaise d'intervenir. Quels sont ces boutons, ces menaces? Où sont les documents? Pour le savoir, le nouveau gouvernement change les barbouzes chargés de surveiller Assange dans l'ambassade. Avant 2017, c'était UC Global, une société militaire privée qui affiche plusieurs bureaux dans plusieurs pays. Fernando Villavicencio, journaliste, a enquêté sur cette surveillance. Ça, c'est le prix le plus prestigieux remis aux meilleurs journalistes d'investigation de l'Équateur. J'ai reçu ce prix l'an dernier pour mon travail d'enquête sur l'affaire Julian Assange. Moreno suspend le contrat avec UC Global et engage Prom Security, une entreprise équatorienne sans aucune expérience dans les domaines du renseignement ou de la sécurité en Équateur. Cette entreprise sort de nulle part pour faire le même travail que faisait UC Global. Mais maintenant, ce n'est plus sous l'autorité de l'ancien président Correa, mais au profit du gouvernement de Lénine Moreno. Sur Internet, des vidéos de surveillance apparaissent. Julian Assange est filmé dans la cuisine, le couloir et dans une pièce de l'ambassade. C'est ainsi que toutes ces informations, les écoutes, l'espionnage, la surveillance dans chaque recoin de l'ambassade étaient envoyées au gouvernement de Moreno. Le gouvernement équatorien aurait chargé une société sortie de nulle part pour surveiller l'un des hommes les plus traqués par les services secrets américains. Qui est-elle? Bonjour, Prom Security? Est-ce que vous pouvez rappeler à 9h du matin? Prom Security a son siège au sud de Quito, ici, sur ce boulevard banal, dans cet immeuble de 4 étages. Vitres occultées, mais logo sur la porte. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous travaillez pour Prom Security? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis journaliste et j'aimerais rencontrer le patron de Prom Security. Il n'y a personne, monsieur. Il n'est pas là? Je travaille sur le cas de Julian Assange et j'aurais voulu savoir ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Je peux voir vos papiers? Oui. Les voilà. J'ai beaucoup de questions à leur poser. Il y a une plainte de Wikileaks contre l'entreprise et j'aimerais comprendre comment ça s'est passé, qui a fait quoi, et tout ça. D'accord, bonne journée. Nous décidons de laisser nos coordonnées et nos questions à l'attention du responsable. C'est privé ici. Vous devez bouger de l'autre côté de la rue. Ici, on peut pas... Toute cette zone est privée. Fin 2017, il y a une entreprise qui s'appelle Prom Security qui a commencé à surveiller l'ambassade. Est-ce qu'il y a eu un changement dans les ordres qui ont été donnés à ces gardes? Non, je pense que ce changement n'a rien à voir avec une modification des règles de sécurité dans l'ambassade. À ce sujet, je voudrais dire qu'aucune caméra n'a été installée dans les 3 espaces privés de M. Assange. Alors, à qui appartiennent ces caméras qui filment Assange dans son intimité? Prom Security aurait pu mener une entreprise d'espionnage dans cette ambassade sans que vous soyez au courant?
Nous ignorons si, en plus de cette entreprise, un tiers a pu installer un système d'espionnage. Prom Security est une façade. Ils avaient besoin d'un nom, d'une société privée, pour exécuter le travail de renseignement. Ils ont trouvé cette entreprise. Cela aurait pu être n'importe quelle autre entreprise, Pepito ou Juanito. Ils ont trouvé Prom Security. C'est clair que derrière ce nom se cachent les intérêts du gouvernement Moreno. C'est clair. J'ai indiqué à Julian que sur ordre du gouvernement équatorien, à partir de maintenant, il n'aurait plus accès à Internet ni au téléphone. L'ambassade n'était pas une prison, mais ils l'ont convertie en prison. Après l'arrestation de Julian Assange, des fonctionnaires de la justice équatorienne récupèrent ses affaires. Pas ses vêtements, mais ses ordinateurs, disques durs, tout élément électronique et document. Carlos Poveda est l'avocat équatorien de Julian Assange. Ils ne nous ont pas laissé accéder aux preuves qu'ils ont supposément trouvées dans ces affaires. Notre plus grande crainte, et nous le disons très clairement, est qu'ils ont pu aller jusqu'à fabriquer des preuves. Personne n'était là. Ces preuves pourraient servir à renforcer les charges qui pèsent contre lui aux États-Unis. Le bureau du procureur a reçu une demande d'assistance judiciaire pénale de la part du département de la justice américaine, sollicitant la saisie d'une partie des affaires personnelles de M. Assange qui pourrait être utile dans l'enquête pénale dont il fait l'objet. Vous pourriez donner ces documents aux États-Unis? Oui, absolument. On pourrait les livrer aux États-Unis. Parce qu'il y a une demande d'assistance judiciaire qui nous oblige à donner une copie de ces archives au pays qui en fait la demande. Il ne faut pas présupposer que ces documents et ces archives électroniques et tout ce qui se trouve dans l'ambassade vont nécessairement porter préjudice à M. Assange. Aujourd'hui, on comprend bien que les États-Unis détiennent beaucoup d'informations sur le gouvernement de Moreno. Et le gouvernement de Moreno agit sur la base de ces pressions. Des pressions américaines qui s'accentuent. En 2016, Assange est allé trop loin avec les fuites du Parti démocrate américain. Des milliers d'emails internes publiés par Wikileaks qui bouleversent l'élection présidentielle Clinton contre Trump. Et Assange est alors accusé d'être pro-russe. À Washington, ceux qui acceptent de parler au nom de leur parti du cas Assange sont des stratèges. Chez les démocrates, c'est Rachel Rizzo, experte en sécurité nationale. Aux États-Unis, certains démocrates très à gauche croient en la liberté d'expression et pensent que le public a le droit de savoir. Mais avec la révélation de certaines informations très sensibles sur des personnes qui travaillaient sur la campagne ou qui ont aidé Hillary Clinton à se faire élire, il y a eu un sentiment de colère et de méfiance. Wikileaks et Julian Assange ont conspiré avec une unité de renseignement russe en piratant le Comité national démocrate et en publiant des emails liés à la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut juger Julian Assange aux États-Unis. Le problème quand on parle du Parti démocrate américain, je sais que Wikileaks aurait adoré avoir des infos sur Trump, mais malheureusement, il n'avait rien. On ne publie que ce qu'on reçoit. Et c'était une sorte de dilemme. La façon qu'avait Julian Assange de commenter les événements internationaux sur Twitter était aussi problématique. Il n'aimait pas vraiment Hillary Clinton. Elle lui avait dit plusieurs fois publiquement qu'il devrait pourtant être capable de communiquer normalement sur Twitter.
En 2016, pendant la fuite des emails internes du Parti démocrate, Donald Trump lui tweetait « J'aime Wikileaks ». Qu'en est-il aujourd'hui? Kenneth Weinstein est un stratège républicain. Ici avec George W. Bush. Et là avec le vice-président de Donald Trump, Mike Pence. Aujourd'hui plus de J'aime Wikileaks. C'était son choix de rester dans l'ambassade équatorienne. Il aurait pu détaler comme Snowden et se réfugier à Moscou ou dans un autre pays. Finalement, il ne l'a pas fait. Il aurait pu aller à Cuba, en Russie, en Chine ou Dieu sait où. Il a choisi de ne pas y aller et il doit en payer le prix. Et un jour, Snowden aussi en paiera le prix, après son exil à Moscou. C'est très important pour notre gouvernement de montrer que nous n'avons aucune indulgence pour ce genre de traîtres, lanceurs d'alerte. Ce serait normal qu'il soit extradé vers les États-Unis et qu'il affronte un tribunal ici. Je pense qu'une peine de prison à vie, sans liberté conditionnelle, serait juste. Mais je ne suis ni juge, ni juré. C'est au jury de décider et au juge de le condamner. Du côté des services secrets américains, la parole est à l'ex-chef de la CIA et de la NSA, le général Michael Hayden. Nous avons une citation de la Bible au siège de la CIA qui dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ». Donc ce n'était pas étonnant que le comité souhaite l'entendre. Pour les gens comme moi, Julian Assange est un ennemi des États-Unis. J'espère que si un jour il est traduit devant une commission aux États-Unis, il sera aussi poursuivi en justice pour ce que moi j'estime être des charges criminelles. Nous ne savons pas encore jusqu'où les États-Unis iront. S'il s'agit juste de faire de Julian Assange un exemple, ou s'il s'agit d'anéantir tout ce qui touche de près ou de loin à Wikileaks. Au tribunal de Westminster à Londres, depuis le 11 avril 2019, les audiences s'enchaînent. Les partisans d'Assange réclament sa liberté pure et simple. Fidel Narváez, l'ex-consul, est présent. On a notifié à Julian les charges qui pèsent contre lui en vue de son extradition. Ils lui ont demandé s'il s'opposait ou non à cette extradition. Il a répondu que oui, il s'y opposait. Les Britanniques sont les alliés numéro 1 en Occident des États-Unis lorsqu'il s'agit d'envahir des pays ou de déclarer des guerres. Il est peu probable que le pouvoir judiciaire ose s'opposer à une demande d'extradition. Julian Assange est incarcéré à la prison de Belmarsh. En Angleterre, on la surnomme Guantanamo. Jennifer Robinson est l'une des avocates de Wikileaks depuis 2010. Belmarsh est une prison très célèbre dans ce pays, connue pour ses quartiers de haute sécurité, mais aussi pour détenir tous les suspects terroristes. Vous pensez en avoir pour longtemps à l'intérieur? Au moins 2 heures. Au moins 2 heures. Ok. Merci. On vous attend dans le coin. Maintenant, il a accès à un traitement médical, mais ses conditions sont assez difficiles. Il passe beaucoup de temps seul dans une cellule. Il passe la plupart de ses journées seul dans une cellule. C'est très dur pour lui.
En Suède, l'enquête pour viol pourrait être réouverte. Aux États-Unis, 18 chefs d'inculpation sont retenus contre Julian Assange. Parmi eux, conspiration, hacking, espionnage. Peine encourue 175 ans de prison. Je crois que c'est de l'espionnage. Il a obtenu nos documents classifiés et les a publiés. Les gens comme Chelsea Manning, Edward Snowden et Julian Assange se sont répartis les tâches. Julian Assange a fourni la plateforme. Edward Snowden et Chelsea Manning ont fourni les informations pour la plateforme. Mais je pense que la question la plus importante est, n'y avait-il pas un autre moyen de partager ces informations ? Et comment pourrons-nous à l'avenir nous assurer que des fuites de documents aussi massives ne se produisent plus jamais ? Julian Assange n'est pas un espion, c'est un éditeur. Il publie des informations qu'on lui donne et des informations qui sont d'intérêt général. Jusqu'à maintenant, on a toujours respecté la différence entre l'espion et celui qui publiait les éléments trouvés. Là, on les efface. Wikileaks. Fuite de documents. Renseignements. Économie globale. Entreprise internationale. Pas de dossier, pas de dossier. Guerre et militaire. Pas de dossier, pas de dossier.